À bord de cet avion, Guillaume Lécuyer. Cet historien est un spécialiste du patrimoine de la côte nord de Bretagne. Aujourd'hui, il survole le littoral en direction de la baie de Morlaix. Un voyage qui débute au-dessus du Cap Fréhel. C'est ici qu'a été construit un des premiers phares français. Il a été bâti par Vauban au XVIIIe siècle pour faciliter la navigation de nuit. C'est parmi les phares les plus anciens de France. Il est allumé en fait sur un réchaud à bois. Et puis il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour utiliser des lanternes qui utilisent de l'huile de poisson. Ces phares, ils ne sont allumés que dans les nuits bien noires, à l'automne, en hiver. Mais en temps de guerre, par exemple, on éteint les phares. Le voyage de Guillaume se poursuit vers l'ouest et prend la direction du Cap d'Erquy. Ce qui est fantastique, c'est vraiment de découvrir la côte bretonne avec une lumière incroyable, totalement rasante. On voit chaque pointe se découper parfaitement. L'avion suit maintenant la côte de Penthièvre pour découvrir la vaste baie de Saint-Brieuc. Puis le pays de l'Agnon et sa célèbre côte de granit rose. Droit devant nous, on commence à apercevoir la baie de Morlaix. Au XVIe siècle, on a 3 ports en Bretagne, Nantes, Saint-Malo et Morlaix. Donc vraiment Morlaix, c'est une pièce maîtresse du commerce breton. Pour accéder à la ville, tout au fond de l'estuaire, les bateaux doivent passer au pied de cette forteresse bâtie par Vauban au XVIIe siècle. Le château du Taureau, c'est vraiment le coup de cœur pour moi. Je l'ai visité lorsqu'il était abandonné, puis après restauré. Donc c'est vrai que c'est totalement incroyable de le voir aujourd'hui par avion. Donc là, cette vue, elle est totalement géniale. C'est fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot. Le lendemain, c'est en bateau que Guillaume aborde le château du Taureau, l'occasion de comprendre son rôle défensif au milieu de la baie. L'ennemi anglais ou hollandais, il est juste derrière. Il est en fait à l'extérieur de la baie de Morlaix. Cette baie Morlaix, elle sert de zone de défense. La ville de Morlaix, elle est environ 12 ou 14 km à peu près vers le sud. Et puis pour verrouiller l'entrée de la rivière de Morlaix, le château du Taureau qui est juste au milieu et dont les canons commandent vraiment l'entrée dans la rivière. Guillaume Lécuyer est un spécialiste du château du Taureau. Il a publié un ouvrage sur son histoire et s'y rend régulièrement. Allez, c'est parti. Bien qu'isolée sur son rocher, la forteresse présente le même système de défense qu'un château fort. Donc là, on arrive sur le pont-levis. Alors il faut imaginer quand même des navires ennemis qui vont débarquer ici, peut-être mettre à l'eau une quarantaine de chaloupes, qui vont tenter un coup de main, un coup de force vraiment, un coup d'éclat sur le fort. Donc ici, bien sûr, on va retrouver un pont-levis à flèche qui va permettre de se retrancher, se mettre en sécurité à l'intérieur du fort. Là, on se retrouve à l'intérieur du château du Taureau. La tour d'artillerie qu'on voit très bien ici. Et puis de chaque côté, donc, par le fort de Vauban, qui est reconstruit à partir de la fin du XVIIe siècle. Avec cette succession de casemates à canon qui pouvaient tirer vers le Grand Chenal. Voilà une des 11 casemates à canon du fort du Taureau. Donc ici, il faut imaginer en fait une pièce d'artillerie de 3 mètres de long, 3 tonnes avec son affût, 6 hommes pour la manœuvrer, un canonnier. Et puis notre objectif, il est juste là, 150 mètres. C'est un tir à bout portant, vraiment à bout portant, sur un navire qui tenterait de franchir le goulet. Il faut bien comprendre qu'ici, cette batterie basse, c'est le nec plus ultra de la fortification à la fin du XVIIe siècle. Dès son achèvement, le château du Taureau connaît une double vocation. Le roi Louis XIV décide qu'il doit aussi servir de prison.
Pendant 200 ans, soldats et détenus cohabitent derrière ces murs. On retrouve les emplacements pour les pièces d'artillerie. Et puis c'est ici qu'on se rend compte vraiment de la dimension stratégique du fort, puisque les navires ennemis sont obligés de passer entre les deux roches qui ont été construites plus tard, en 1860, la Rouge, donc celle du Taureau, et le Corbeau juste en face. Il faut imaginer à la fin du XVIIe siècle, le fort du Taureau, c'est 60 mètres de long, 12 mètres de large. Un navire de l'époque, c'est la même longueur, un petit peu plus large, 14-15 mètres au mètre beau. Et puis surtout la hauteur, ici on est à 12 mètres de haut. Il faut imaginer qu'un navire de l'époque, c'est 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est au cœur de la dissuasion de Louis XIV. Donc on en impose, on construit des fortifications avec des fleurs de lys justement pour montrer la magnificence du roi. Mais en fait, c'est vraiment des armes dissuasives. Et en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que depuis sa construction, Morlaix, qui est là-bas à 12 km, n'a plus jamais été attaqué. C'est vraiment un des fleurons du patrimoine de la Bretagne. Le château du Taureau est le plus imposant des édifices de la baie. Mais les îlots qui l'entourent ont aussi été bâtis d'ouvrages remarquables. Comme le phare de l'île Noire, qui aurait inspiré Hergé pour un épisode des aventures de Tintin. Sur l'île Louette, la maison du gardien de phare est aujourd'hui un gîte pour visiteurs en quête de tranquillité. Sur la rive droite de l'estuaire, le cairn de Barnenay. Un mausolée plus ancien que les pyramides d'Égypte, bâti il y a plus de 6000 ans. C'est la plus grande sépulture du néolithique en Europe. En remontant l'estuaire, à 12 km du littoral en suivant la rivière, voici Morlaix. Une cité nichée au creux d'une vallée qui doit sa prospérité à son port protégé, autrefois accessible aux plus gros navires. Son centre historique est l'un des plus remarquables de Bretagne. François de Beaulieu est auteur de plusieurs ouvrages sur Morlaix et son histoire. Avec le photographe Hervé Ronet, il réalise les dernières illustrations d'un livre à paraître sur le patrimoine de la ville. Le centre de Morlaix compte plus de 200 maisons à pans de bois. Des demeures bâties par les bourgeois et commerçants de la ville à partir du XVe siècle. Ici, on est vraiment dans le cœur médiéval de Morlaix, avec les maisons à pans de bois des deux côtés de la rue, les plus anciennes ici, et où on voit le principe de ces commerçants qui avaient leurs vitrines sur la rue, et puis avec les volets, ils avaient les talles, et puis la nuit, on protégeait les richesses qu'on avait à l'intérieur. Cette maison, elle est très caractéristique des maisons à pans de bois du cœur de Morlaix. Très étroite, la boutique en bas, l'assemblage des poutres pour tenir la structure, les encorbellements, et puis, pour les maisons classiques de ce type, des sculptures à thématique religieuse sur la façade. Les sculptures en façade témoignent de la richesse des drapiers de Morlaix qui possédaient le monopole du commerce du lin sur une partie de la Bretagne. Sur les côtés, il y avait des maisons un peu partout, beaucoup plus que ce qu'on a ici. Certaines de ces maisons, construites par des nobles, présentent une originalité qu'on ne rencontre qu'à Morlaix. La maison dite de la Duchesse Anne, sur la place du marché, est la seule qui conserve sa disposition et ses décors d'origine du XVe siècle. Et alors là, c'est la surprise. Un espace
exceptionnel. Au milieu de la maison, un escalier unique au monde. Cette vaste cour intérieure est un espace de prestige. Elle donne à la maison des allures d'hôtel particulier. Mais l'élément le plus original, c'est le monumental escalier de chêne. Il est enroulé autour d'une colonne de bois trempé, solide comme de la pierre, entièrement sculptée de motifs décoratifs et de statues. L'escalier dessert 3 niveaux de galeries protégés par des garde-corps qui donnent accès aux pièces à vivre de la maison. Cet ensemble exceptionnel a valu à la maison d'être le premier monument historique classé en Bretagne dès 1883. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression que les propriétaires sont partis hier. C'est-à-dire qu'on arrive dans un univers qui n'a pas bougé et on pourrait presque avoir l'impression de croiser le noble à une sortie de porte dans un escalier et c'est intemporel. C'est ce qui est très plaisant dans cette maison. Philippe Laëllec est le propriétaire de la maison. Ce sont des statues qui ont une qualité de réalisation, une finesse de réalisation qui est tout à fait extraordinaire. Parce qu'il faut bien voir que cette colonne qui va donc du rez-de-chaussée jusque là où nous sommes, là nous sommes à 11 mètres d'altitude et c'est un seul tronc, un seul arbre qui a servi pour faire cette partie sculptée. Je ne dirais pas que c'est comme si ça venait d'être sculpté, mais quand on sait qu'il y a 500 ans qui sont passés dessus, on ne peut qu'être impressionné par la qualité de conservation. Enclavée, la ville a dû grimper sur les coteaux pour s'agrandir. Une configuration qui donne aux maisons et aux venelles de Morlaix un charme très particulier. Derrière les maisons, sur la hauteur, il y a des jardins, et des jardins extraordinaires. Et presque toutes les maisons de Morlaix en bénéficient. Ces jardins, ce sont des jardins très anciens. C'était bien sûr les potagers des maisons. On vivait là et tout était cultivé. Il n'y avait pas 1 centimètre carré d'abandonné. Et c'est ça aussi ce qu'on découvre quand on a la chance de pouvoir rentrer dans les maisons, de pouvoir monter et puis aller regarder ensuite tous les jardins des autres aussi qui sont autour et avec leurs fleurs, avec leurs décors. C'est exceptionnel et unique. Le véritable Morlaix est là, dans ses secrets, dans ses petites rues, ses venelles et ses escaliers qui sont parfois très rudes à monter, mais tout le plaisir est dans la découverte d'un paysage insolite. Dominant toute la ville du haut de ses 60 mètres, le viaduc en pierre de taille construit au XIXe siècle est un des emblèmes de la cité. Ce viaduc, il a été voulu par les Morlaisiens. La ligne Paris-Brest de chemin de fer devait passer très loin dans la campagne. Puis ils se sont battus pour avoir la gare à Morlaix. Et ils n'ont pas hésité à détruire de très belles maisons à pans de bois pour faire passer ce monument qui a été le plus grand chantier de France depuis le pont du Gard. À proximité, un autre monument qui a fait l'histoire de Morlaix, la manufacture des tabacs. Construite à partir de 1736 dans le prolongement du port, elle est le poumon économique de la ville jusqu'à la fin du XXe siècle. Henri Bidault participe à la réhabilitation de la manufacture des tabacs fermée en 2000. Pourquoi c'est un bâtiment si vaste? Tout simplement parce qu'il va recevoir des centaines d'ouvriers, jusqu'à 818e, 1800 au 19e siècle. Et puis il faut imaginer, le tabac nous arrive par le port, il faut le décharger. Ce sont des volumes et des volumes de ballots qui vont être déposés dans la cour avant d'être acheminés dans les divers ateliers que nous avons dans tous ces bâtiments. Les vastes corps de bâtiments encerclent 2 grandes cours. Cette architecture militaire rappelle que le tabac est un produit précieux et un monopole d'État très surveillé.
Les ouvrières et les ouvriers sont d'ailleurs fouillés tous les jours à leur sortie. C'est pour compenser les difficultés du port de commerce que Louis XV ordonne la construction de la manufacture de Morlaix. Pendant 250 ans, on produit ici essentiellement des cigares et du tabac prisé. Et chaque famille de la ville compte parmi elles un employé qui travaille dans ses ateliers. Alors nous voici dans la salle des moulins à râper. Voici un des moulins actionné à l'époque par 7 ouvriers affectés à cet atelier. La matière première est acheminée par des vis sans fin à l'étage qui ensuite descend cette matière première dans ces chaussettes, puis sont broyées au moyen d'une noix, une noix dotée de lames qui va cisailler le tabac. C'est le dernier témoignage en France que l'on possède dans les manufactures de tabac, et c'est une beauté en soi. Cet atelier va être restauré et prochainement ouvert au public. La baie de Morlaix est un site privilégié où s'épanouissent de nombreuses espèces animales et végétales. Un havre de tranquillité pour les oiseaux marins qui nichent sur ces nombreux îlots. Chaque printemps, 14 espèces trouvent ici un refuge idéal pour se reproduire. Une réserve ornithologique sur laquelle veille attentivement l'association Bretagne Vivante. À la barre, Yann Jacob et Benoît Degonne, le conservateur bénévole de la réserve. Ce matin, ils doivent débarquer sur l'îlot Arc-Lascaux pour une mission de comptage des oiseaux. Une opération délicate. Tu vas pouvoir y aller, Benoît. Avance. Tu le sens pas? Non, pas du tout là. Bah, cet îlot-là, c'est un des îlots les plus difficiles à aborder. Non, ça le fait pas. Attention à vous. Je te pousse, Yann. Sous le regard des occupants du lieu, quelques instants plus tard, tout le monde est à pied d'œuvre. Tu marques quand il n'y a pas d'œufs? Aussitôt commence le comptage méthodique des nids d'oiseaux. Là, on marque chaque nid avec un papier qui va se décomposer pour pas compter 2 fois le même nid. Bah, ça, c'est un nid de goéland argenté. Donc, le goéland argenté est l'oiseau le plus abondant dans la baie. Donc, il fabrique son nid avec les végétaux qu'il va trouver sur les îlots à proximité. Donc, ici, c'est essentiellement des végétaux terrestres. Donc, il va former une petite coupe comme ça, une vingtaine de centimètres de diamètre. Et il va pondre jusqu'à 3 œufs en général. Les populations de goélands argentés sont stables depuis plusieurs années. Mais ils doivent partager leur territoire. Yann, on a un nid de cormoran avec des poussins. Là, on a un nid de cormoran huppé avec 2 jeunes poussins qui ont en moins d'1 semaine. Bah là, c'est les premiers de la saison, donc on est début mai. Donc là, maintenant, ça va commencer. Hein. Les cormorans huppés nichent sous les rochers, dans la mesure où il y a pas mal de goélands qui nichent aussi sur les îles. Et en abritant le nid sous les rochers, d'une part, ils sont à l'abri des intempéries, mais aussi éventuellement du coup de bec du goéland voisin qui aimerait bien en faire son casse-croûte, quoi. Visiter ces îles au printemps est un privilège réservé aux membres de l'association. Car pendant la période de reproduction, il est interdit de débarquer ici.
La baie de Morlaix est un lieu magnifique qui varie en fonction de la journée. On a des paysages sublimes. Donc c'est vrai que ça permet de venir dans la baie et de rencontrer ce milieu extraordinaire. Dans l'après-midi, une nouvelle mission attend les bénévoles de l'association sur l'île aux Dames, qui doit accueillir d'autres oiseaux nicheurs dans quelques semaines. Là, on débarque le matériel pour pouvoir remettre l'île en état pour les colonies d'oiseaux. Ils sont rejoints par une dizaine de kayakistes venus du village voisin de Carantec pour participer bénévolement à ce chantier. Je te remonte. Hop. Du coup, on va laisser les kayaks sur le côté, là. Ok, on est fatigué. Bonjour. Bienvenue à l'île aux Dames. Ça donne un sujet supplémentaire à cette sortie, donc donner un coup de main sur un environnement qui est le nôtre, parce qu'effectivement, c'est dans les 7 eaux de la baie de Morlaix qu'on navigue le plus souvent, donc autant contribuer aussi à sa sauvegarde. L'île aux Dames est le site de reproduction d'une espèce rare en Europe, la sterne de Dougal. Pour favoriser leur nichage, les bénévoles débroussaillent et réparent les nids de pierre mis en place les années précédentes. Bon, les sternes font des nids très rudimentaires. Elles vont simplement creuser une petite cuvette à même le sol, qu'elles vont à peine agrémenter de quelques petites brindilles ou éventuellement de petits cailloux qu'elles vont trouver sur place. Et elles vont déposer leur ponte comme ça. La sterne de Dougal pond généralement 2 œufs. Donc les galets sont peints effectivement pour repérer chaque nichoir, chaque petit dolmen, de façon à ce qu'on puisse suivre nid par nid le déroulement de la reproduction. J'ai toujours été passionné par les oiseaux depuis vraiment ma tendre enfance. Je ne suis pas du tout originaire de la mer, je suis originaire de région centre, mais j'ai toujours observé les oiseaux, observé la nature. C'est vrai que maintenant, le fait d'habiter dans cette région favorise encore plus cette passion. La baie de Morlaix est un véritable garde-manger pour ces oiseaux marins, car ces eaux sont riches d'une biodiversité exceptionnelle. Un milieu fragile qui fait l'objet d'un suivi depuis 30 ans par la station biologique de Roscoff. À bord de ce chalutier reconverti en plateforme scientifique, les chercheurs font une pêche un peu particulière. Mets la moitié si tu veux, puis moi je retire le bac. T'as assez là, Céline? Ouais, c'est bon là. Le biologiste Dominique Davout accompagne aujourd'hui Céline Houbin, chargée de réaliser un inventaire des espèces qui peuplent les fonds de l'estuaire. Voilà, donc on est en train de trier le chalut qu'on vient de remonter afin de trouver les différents animaux, dont les poissons en particulier. Ici, on a une petite sole, un juvénile de sole qui doit être né en fin d'année dernière, très certainement. Ouais, je pense que c'est un petit congre. Et puis il y a toute une petite faune qui accompagne, hein, des petits crabes qu'on va trouver assez régulièrement. Et puis une araignée aussi, une petite araignée mousse. La baie de Morlaix, c'est très riche parce qu'elle a tout un ensemble d'habitats qui est vraiment très très diversifié, disposés les uns à côté des autres, ce qui font plein de petites niches écologiques différentes avec de la faune différente. Donc ce sont des lieux assez privilégiés pour que les espèces puissent venir s'y reproduire et puis ensuite pour que les juvéniles puissent se nourrir en attendant d'être assez gros pour quitter leur lieu de naissance et aller se répandre tout le long de la côte ou même plus au large. Dans l'après-midi, une autre équipe de biologistes rejoint le bateau de Dominique.
Comment ça? Salut, ça va? Ça va bien? Bon alors? Bon. Comment on s'organise? Donc on va retourner sur le site qu'on a marqué il y a un mois de ça, juste ici. Ouais. Thibaut de Bettigny s'intéresse à une autre des richesses de la baie, les algues laminaires. Notre étude, c'est de comparer des populations de laminaires dans différentes conditions de température et d'environnement un peu partout dans le monde en fait. Donc il y a une partie en France qui a été aussi répliquée en Norvège et au Portugal et en Australie et en Afrique du Sud. Il y a un mois, Thibaut est venu installer des repères et des capteurs sous-marins. Il étudie ces algues qui ont un fort potentiel dans la cosmétique, la pharmacologie ou l'alimentaire. Et la baie de Morlaix est l'un des principaux lieux de récolte en France. Sous l'eau, un véritable champ de laminaires recouvre les fonds. Car ici, les algues bénéficient d'une lumière intense, indispensable à leur croissance. Elles constituent un bon indicateur de la santé du milieu marin. Ces algues semblent en régression sur les zones où elles poussent naturellement. Alors pendant plus d'1 heure, les 3 plongeurs de l'équipe réalisent de nombreuses observations. Ici, le travail de Thibaut consiste à étudier la santé et la croissance de certaines plantes marquées il y a un mois avec des bagues. Les plongeurs délimitent des parcelles dans lesquelles ils suivent l'évolution de la densité des plantes. Il faut aussi nettoyer les capteurs qui mesurent l'exposition à la lumière et la température de l'eau. La plongée s'achève par la récolte d'une vingtaine de plantes que les scientifiques vont étudier sur la terre ferme. Non, c'était bien, on a réussi à tout faire. On a retrouvé les algues qu'on avait marquées. Et non, je suis content. Très bien. Une bonne nuit de labo après. Après quelques heures, 1 heure sous l'eau, 10 heures au labo. À marée basse, la baie de Morlaix présente un tout autre visage. En se retirant, la mer laisse apparaître un paysage de sable, de rochers et de petites mares, dans lesquelles se cachent coquillages et crustacés. C'est le paradis des amateurs de pêche à pied qui sont aujourd'hui sous haute surveillance. Car une étude lancée dans toute la France entreprend de les compter. 35 pêcheurs et 5 promeneurs. Ok. Bénédicte Compoix est chargée de l'étude dans la baie de Morlaix. L'intérêt de compter les pêcheurs, c'est pour mieux évaluer la fréquentation du site de pêche à pied, en sachant qu'en plus, le site ici de Saint-Paul-de-Léon, donc Trégonderne et Sainte-Anne, c'est le plus gros spot de pêche de la baie de Morlaix. On n'a pas d'idée du nombre de personnes qui fréquentent les estranges, donc c'est pour ça qu'on fait des comptages sur toute l'année, par tout type de temps, tout type de marée. Après le comptage, Bénédicte et Maïwen descendent sur la plage pour interroger les pêcheurs. Les données recueillies vont permettre de mieux apprécier l'impact de la pêche à pied sur le milieu. Qu'est-ce qui vous motive à aller pêcher? C'est quoi votre plaisir? Être dehors, profiter du plein air, c'est super sympa quoi. Jean-Marc Janvier pêche ici depuis qu'il est enfant. Aujourd'hui, il traque les palourdes, un coquillage qui vit bien caché dans le sable pour tenter d'échapper à ses prédateurs. En fait, on essaye de deviner les trous de respiration. Là, il y a quelque chose qui... Je suspecte un trou de respiration, donc je regarde. Là, on creuse.
Et c'est raté. En fait, il faut quand même se concentrer parce que sinon, on passe à côté. Là, j'ai un trou qui est pas mal. En diamètre, il est assez intéressant. Voilà. Là, donc j'ai une petite réglette. Jean-Marc vérifie que son coquillage fait bien la taille autorisée au ramassage. Bon, environ 5 cm. Donc tout à fait correct. Personne ne m'a vraiment appris, mais c'est en regardant les autres faire. Je cherche des étrilles. C'est un crustacé qui vit sous les rochers. Pas trop. Et normalement, quand on fait aïe, aïe, donc là, je me bagarre avec la bestiole. Aïe. C'est une jolie étrie. Donc, en anglais, velvet crab, là, qui nage très, enfin, ouais, qui est rapide à pincer quand même. Hein. Bon, très excellent, comestible. Ça se fait cuire à l'eau de mer pendant 5 minutes, 5-7 minutes. Ça se décortique entièrement à la main. Pas besoin d'outils pour le décortiquer. Mais c'est excellent. Ah, c'est bon à manger. C'est gourmand. Nous prenons maintenant la direction de l'Est et des Côtes d'Armor. Une région qui compte de magnifiques manoirs transformés au fil des siècles, comme le château de Rosambeau, à quelques kilomètres de Lannion. De nombreuses églises, comme celle de Saint-Jean-du-Doigt, sont remarquablement conservées. Des richesses sur lesquelles veille Henri Masson, le conservateur régional du patrimoine de toute la Bretagne. J'ai vraiment grand plaisir à parcourir cette région, découvrir son patrimoine, dans ces paysages toujours extraordinaires. Je crois que je suis en train de devenir un peu breton. Ce matin, Henri Masson a rendez-vous sur la côte de Granit-Rose, au chevet de la très singulière chapelle Saint-Gonéry de Plougrescan. Son clocher, à charpente de bois, s'est mis à pencher il y a une centaine d'années à cause des intempéries. Mais lors de sa restauration au XXe siècle, on a conservé cette originalité. Donc la chapelle Saint-Gonéry, elle est vraiment très caractéristique des chapelles qu'on peut trouver en Bretagne. En particulier, on a cet enclos qui formait autrefois le cimetière de cette église, qu'on appelle aussi en Bretagne le placitre. Vous avez également cette chaire extérieure qui sert toujours pour le pardon. Puis vous avez ce très bel if qui est typiquement un arbre de cimetière, qui était couramment planté dans les cimetières. On appelle ça un arbre de vie. Et voilà, qu'on retrouve très souvent dans les enclos des chapelles bretonnes. Mais le véritable trésor de Saint-Gonéry se trouve à l'intérieur de la chapelle. Une extraordinaire fresque peinte sur les lambris de la voûte. Christophe Battard est architecte en chef des monuments historiques. Il vient d'achever la restauration de la fresque après 2 ans de travaux. Ce décor peint au XVe siècle représente l'un au-dessus de l'autre l'Ancien et le Nouveau Testament. On a ici par exemple la fuite en Égypte. Pour ce qui concerne l'Ancien Testament, ici on a la création d'Ève, donc qui naît de la côte d'Adam endormie. Toujours avec ces couleurs très, très chaudes, qui sont faites d'ocre jaune, ocre rouge, quasiment que ça, avec quelques verts. Ces décors ont été réalisés par des peintres anonymes dans un style gothique d'une grande finesse. Alors, la scène du Nouveau Testament ici représente le massacre de la Saint-Innocent. Donc, vous voyez ici les visages très expressifs,
toujours un petit peu dans ce caractère naïf du modelé, mais pour autant qui fonctionne très très bien. Et depuis le bas, on a cette vivacité en fait de décor qui est vraiment intéressante, parce qu'on sent les expressions des visages qui bougent avec la lumière, avec le mouvement du décor, et puis voilà, avec la signification de la scène. L'église restaurée ouvre à nouveau ses portes à l'occasion du pardon de Saint Gonéry, le saint patron de la chapelle. Ces cérémonies traditionnelles sont toujours très suivies en Bretagne. Les pardons sont sans doute apparus ici au 5e siècle avec le christianisme. C'est lié aux formes tribales qu'on avait de vivre, enfin un peu clanique. Et du coup, il fallait que les gens soient réconciliés quand il y avait des problèmes entre eux. Il fallait qu'ils soient réconciliés à date fixe, quoi. Donc à la date du saint, patron de la tribu, c'est pour ça que c'était le pardon. Et du coup, comme ça, ils pouvaient faire la fête. La messe est célébrée au nom du saint, dans la chapelle où sont conservées ses reliques. Alors la procession, on va chanter notre patron de tout notre cœur. Alors la croix d'abord, les bannières, et puis après le chef de Saint Gonéry. Le crâne de Saint Gonéry est porté à l'extérieur, dans le clos de l'église. Les fidèles passent sous le reliquaire et formulent un vœu pour l'année à venir. Saint Gonéry, Saint Gonéry, bon pardon à tout le monde, merci à tous ceux qui ont préparé. Merci beaucoup. C'était un beau moment, puisque je pense qu'il y avait beaucoup de monde de la commune qui était présent. Et puis ça permet de faire vivre l'histoire et la mémoire de la commune. La restauration des lambris de la chapelle a vraiment permis de rassembler toutes ces communautés estivants ou autochtones, si je puis dire. Ouais, ça a été un catalyseur très fort pendant ces 2 dernières années. Le travail et la collaboration autour de mobiliser les énergies pour arriver à obtenir ce résultat de restauration. À quelques kilomètres de Plougrescant, dans la vallée du Jaudy, le manoir de Kerdalo domine des jardins qui figurent à l'inventaire des monuments historiques. Un trésor paysager créé de toutes pièces par un peintre russe au milieu du XXe siècle. En 50 ans, le prince Volkonski a rassemblé dans ce jardin une des plus belles collections de plantes exotiques de Bretagne. Ce qui est remarquable, c'est qu'on est vraiment ici bien en Bretagne. Et à la fois, on est un peu en Orient, on est un petit peu en Italie, on est un petit peu en Angleterre. Et c'est le miracle un peu de ce jardin, c'est d'avoir réussi à faire la synthèse de tous ces lieux tout à fait extraordinaires. Ce paysage, qui semble être l'œuvre de la nature, a été entièrement façonné par l'artiste. Modification des courbes du terrain, implantation de la végétation, canalisation de l'eau. Le peintre a tout imaginé, jusqu'aux petits pavillons et aux grottes décorées qui jalonnent la vallée. C'est comme cet été, les feuilles rondes. Isabelle Vaughan est la fille du peintre. Depuis 17 ans, c'est elle qui prend soin des lieux avec toute une équipe de jardiniers. On est en train de dégager un petit peu ces gunéras qui deviennent beaucoup trop... énormes. Voilà, un peu trop grands. Il ne faut pas oublier, les feuilles deviennent gigantesques. Et en été, on ne peut pas les garder. Si la végétation est luxuriante, les décors de coquillages qui habillent l'intérieur des pavillons se dégradent dangereusement. Mon souci ici, c'est tous ces blocs, vous voyez, qui bougent. Pas tous, mais il y en a qui bougent. Et ça, je serais incapable de refaire. Ça, je le dis franchement. Et vous savez quel est le mortier qui était utilisé pour... Il faisait ça avec de la résine et du polybéton. Ah oui, la résine quand même. C'est l'œuvre de mon père et il l'a fait quand il avait 87 ans. Il pouvait pas vraiment... Enfin, il ne pouvait plus travailler dans le jardin. C'était son rêve. Il a toujours voulu faire cette grotte. C'est tout à fait dans l'esprit
de l'architecture des jardins du XVIIIe siècle avec tous ces pavillons, ces folies qu'on construisait dans les jardins. Et ici, on est vraiment, à Kerdalo, on est vraiment dans le modèle tout à fait caractéristique de ce parc. Décorateur et paysagiste, Peter Wolkonski était surtout un passionné de plantes. Pendant 50 ans, il a semé, greffé et acclimaté ici des espèces végétales venues du monde entier. François Monnery est jardinier à Kerdalo. Donc dans le parc, on a vraiment beaucoup de plantes exceptionnelles. En gros, on compte 5000 espèces de plantes classiques et de collection. Donc là, on s'approche d'un rhododendron Lodérie King George. Donc cette plante a été plantée il y a à peu près 50 ans. Celle-ci, les rhododendries ont été créés dans les années 1900 par des Anglais. Les Bretons sont des grands voyageurs. Beaucoup de plantes ont été rapportées, acclimatées par la douceur du climat. Et aujourd'hui, en Bretagne, beaucoup de gens ont ça un peu dans le sang, quoi, hein. Et pour moi, c'est vraiment très exceptionnel de travailler ici. Grâce à l'intérêt et à la rareté de ses collections, Kerdalo a obtenu le label Jardin remarquable en 2005. Henri Masson poursuit son chemin le long de la côte qui mène au Cap Fréhel. La couleur de la mer est incroyable. Comment voulez-vous qu'on aille travailler dans une autre région que la Bretagne? C'est pas possible. Mais la Bretagne, c'est la deuxième région de France en nombre de monuments. Il y a 1000 monuments historiques classés et 2000 monuments historiques inscrits environ. Ce qui est très intéressant, c'est que ces monuments eux-mêmes sont toujours de beaux monuments qui sont très intéressants. Mais c'est vrai que je crois qu'une des particularités de la Bretagne, c'est qu'on les trouve dans des sites tout à fait exceptionnels. Nous arrivons au château de Bianassi, qui était un manoir, et qui, à l'époque classique, a été transformé en grand château et qui a été aménagé avec cette très grande avenue dans l'axe du logis. Un manoir est une demeure aristocratique fortifiée. Ils sont très nombreux en Bretagne, où la petite noblesse se protégeait sur son domaine agricole. La structure du parc de Bianassi, avec ses douves et ses murs d'enceinte, date du XVe siècle. Mais les bâtiments ont subi de nombreuses transformations. C'est très particulier parce que vous voyez qu'on a devant nous une façade très classique, très symétrique avec ces deux tours, ces travées de fenêtres qui sont surmontées d'une lucarne. Vous avez les deux portes qui sont précédées d'un beau perron avec 2 degrés. Quand vous regardez précisément entre les deux portes, vous voyez ce qu'on appelle un coup de sabre, qui est une différence de maçonnerie qui montre qu'il y a 2 constructions d'époques différentes. Donc c'est en passant à l'arrière du château, sur la façade est, qu'on comprend beaucoup mieux l'histoire de sa construction. On voit qu'on est vraiment là sur la base du manoir breton, avec donc cette architecture en L, vous voyez, avec ces 2 ailes perpendiculaires, articulées autour de la tour d'escalier, qui est donc couronnée d'une poivrière, qui est vraiment tout à fait caractéristique de l'architecture médiévale. Henri Masson nous emmène au sommet de la tour de guet pour découvrir une des originalités de Bianassi. On a la chance qu'on ait pu conserver dans cette tour sa charpente d'origine, donc qui est particulièrement ouvragée, et en particulier ce poinçon sculpté est tout à fait exceptionnel. D'abord, sa section est très forte, et en plus, son décor sculpté est étonnant pour une pièce finalement qui n'est pas une pièce d'apparat. On est dans la chambre du guetteur, qui est la pièce la plus haute du château, et qui offre donc une vue sur l'ensemble des environs, et qui permettait donc autrefois de surveiller la sécurité du territoire.
L'estuaire du Léguer, en aval de Lannion, offre un paysage pittoresque typique des rivières des Côtes-d'Armor. En parcourant ces méandres vers l'intérieur des terres, nous remontons l'histoire de la Bretagne. Sur un éperon rocheux dominant la vallée, le château fort du Tonquédec faisait partie du duché de Bretagne. Il a été démantelé sur ordre de Richelieu. À 3 km, sur la rive opposée, le château de Kergrist. Un magnifique exemple de manoir Renaissance transformé au XVIIIe siècle. Mais la particularité du Léguer, c'est d'être aujourd'hui classé parmi les rivières les plus sauvages de France. Un cours d'eau où s'épanouit la truite fario, très appréciée des pêcheurs à la mouche. Un terrain de jeu formidable pour Éric Hamon, guide de pêche depuis 10 ans et naturaliste amateur. C'est toute ma vie, cette rivière-là. C'est une rivière sauvage. Donc il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas de tricherie, quoi. Il reste toutes les espèces représentées dans les milieux naturels sont présentes ici. Voilà, on va prendre une poignée. Bon là, il y a des toutes petites larves d'éphémères. Il faut vraiment avoir l'œil pour les voir. Mais c'est pour expliquer que dans ces débris végétaux vit un tas de bébêtes. Donc là, en voilà un, par exemple, qui fabrique sa petite cabane. Et là-dedans, dans cette petite maison, un petit trichoptère. Le porte-bois, autrement dit, très connu. Dans sa petite maison, il va se transformer. Il va avoir des ailes qui vont lui pousser. Il va sortir de sa petite maison, il va monter à la surface et va se transformer en insecte adulte et il va s'envoler. Donc à tous ces stades-là, les poissons, évidemment, ils vont s'en nourrir. En cheminant et en observant la rivière, Éric est capable de deviner où se trouve le poisson, les endroits précis où les truites vont chasser les insectes ou les larves. Là, en fait, on s'aperçoit que tout le courant est concentré au milieu de la rivière. Là. Et en haut, ça fait comme un entonnoir. C'est-à-dire que la plupart de la nourriture va arriver dans cette veine de courant. Là. Donc moi, je vais essayer d'imiter un insecte qui tombe dans cette veine de courant et qui arrive devant les truites pour qu'elles puissent capturer ma mouche. C'est un poisson sauvage, donc évidemment, il a plein de prédateurs. Donc, par instinct, il va être farouche, quoi. Hein. Il faut l'approcher tout doucement, quoi. Un petit pas, voilà. Et s'arrêter aussi. Là, l'approche déterminante. Reste le plus délicat, déposer le leurre d'un geste précis dans l'axe de vision de la truite. Belle truite. Bah là, je vais la ramener vers moi avec ma soie et je vais la prendre à l'épuisette. Bah, j'ai pêché la truite bretonne, la truite fario, la truite sauvage de ma rivière. Voilà, c'est la taille. Voilà, un très joli petit poisson, sympa. Si on veut en garder une, c'est la taille idéale pour la garder. Mais bon, moi, personnellement, je remets pratiquement tout à l'eau, quoi. Hein. Ce type de pêche, les anglo-saxons appellent ça le no-kill. Donc je vais la remettre à l'eau. Hein. Hop, donc je la prends, la petite mère. Voilà. Et j'espère qu'elle grandira. Ne pas tuer, une attitude qui se développe parmi les nouvelles générations de pêcheurs. Je prends du plaisir, c'est ça qui compte. Le Léguer, c'est une rivière qui est incroyable, par ses enrochements, par sa vitesse de ses courants, par ses plats, par ses lisses, par ses habitants, sa faune, sa flore. C'est une rivière incroyable. Retour à Morlaix, sur le tarmac de l'aéroport. Serge Suanez est géographe. Aujourd'hui, ce spécialiste des paysages embarque pour un survol du littoral du nord de la Bretagne.
il est chargé d'étudier l'histoire de la formation de la côte. Le littoral breton, bordé ici par la Manche, présente une alternance d'estuaires, de côtes rocheuses et de plages. Des paysages qui témoignent d'une longue histoire géologique. Nous sommes en baie de Saint-Brieuc, donc une baie majestueuse, la plus grande que l'on puisse trouver sur la côte nord de Bretagne et sur ce littoral des Côtes d'Armor. Alors la spécificité de cette baie, c'est sa forme en V, qui correspond tout simplement à un effondrement de l'écorce terrestre. Ce sont des mouvements qui ont joué sur plusieurs millions d'années. Là, la baie de Saint-Brieuc est encadrée vraiment par de très très hautes falaises qui s'expliquent donc par cet effondrement. Elles sont là, juste sur notre droite. Voilà, des falaises qui plongent en mer, qui culminent à plus de 105 mètres d'altitude au niveau de Ploie. C'est la partie la plus haute que l'on a dans ce secteur. L'avion survole maintenant Bréa, la perle de la côte. En 1907, son archipel est devenu le premier site naturel classé de France. On voit les hauts fonds là, qui affleurent et qui donnent une coloration donc, à la mer un peu différente, d'un bleu turquoise. Là, c'est magnifique. Ça, j'avais jamais vu comme ça. On voit certains écueils, des petits îlots unis entre eux par des petites plages de sable, des petites traînées d'accumulation de galets de plage qui sont caractéristiques donc, de cette morphologie. Et on arrive donc sur le sillon de Talbert qui est face à nous. C'est la plus grande flèche de galets que l'on puisse trouver en Europe. Elle s'étend donc sur plus de 3 km de distance, 3,5 km. Alors elle s'est constituée donc par l'accumulation de galets remontée donc par la mer il y a plusieurs milliers d'années.